Je suis ravie de vous accueillir pour ce webinaire, donc le deuxième webinaire sur la mobilité des salariés. On peut se permettre de faire des webinaires grâce à un partenariat technique et financier avec l'ADEME, donc ADEME Auvergne-Rhône-Alpes, et avec le conseil départemental de l'Isère. Donc depuis 2007, la CCI Nord-Isère travaille donc sur la thématique de la mobilité. Et là, vraiment, depuis 2018, on a une action qui est régionale et qui nous permet de proposer des webinaires régionaux et des ateliers en présentiel. Donc, on va commencer voilà, pour rentrer un petit peu dans les différentes thématiques abordées sur la mobilité. Donc, on a eu au mois de janvier un webinaire sur l'éco-conduite qui nous permet de proposer 2 ateliers en présentiel sur l'éco-conduite, donc un sur Villefontaine et un sur la Drôme, sur Rovoltin. Ensuite, on va vous proposer dans la continuité du webinaire d'aujourd'hui sur le changement de comportement, un atelier en présentiel sur Villefontaine, voilà, pour les personnes qui sont intéressées. Et enfin, on aura donc en septembre et en novembre 2 thématiques sur la gestion de flotte de véhicules et les carburants alternatifs. Je vous ai aussi précisé 2 thématiques qui sont pas forcément sur la mobilité, mais en tout cas sur la thématique environnementale, donc sur les déchets et sur l'énergie. Donc avec les déchets, donc valoriser vos invendus alimentaires par le don. Et sur l'énergie, avec 2 thématiques, performance énergétique et récupération de la chaleur. Alors, je vous propose de rentrer rapidement dans le vif du sujet. Donc, je vais aussi me présenter, parce que c'est vrai que tout le monde peut-être ne me connaît pas encore. Donc, moi, je suis Odile Ribière, je suis conseillère en entreprise au sein de la Chambre de commerce et d'industrie Nord-Isère sur toutes les questions environnementales et, entre autres, sur la mobilité. J'ai le plaisir donc d'être accompagnée pour ce webinaire donc par Frédéric Martinez de Livestar. Donc, je laisserai donc Frédéric se présenter en détail peut-être tout à l'heure, hein, Frédéric, si tu veux bien. Donc, il interviendra sur l'apport de la psychologie sociale pour changer les comportements. Et moi, j'interviendrai plutôt sur l'accompagnement des entreprises sur le changement de comportement. Enfin, en tout cas, on a essayé d'être le plus complémentaire possible sur cette intervention. Ce que je vous proposerai, c'est d'avoir un temps à la fin pour les questions-réponses. C'est-à-dire, pendant ce webinaire, vous n'avez pas forcément la possibilité de nous émettre vos questions à l'oral. Donc, le son est coupé pour les participants. Mais par contre, vous pouvez contribuer et participer par l'intermédiaire du chat. Donc, c'est vraiment la petite interface que vous avez là sur le côté où vous pouvez mentionner des remarques, des commentaires, des questions. Et on prendra du temps à la fin pour y répondre au mieux avec Frédéric. Alors, pour parler de la mobilité, déjà se redire effectivement la mobilité, on parle bien de déplacement pendulaire, domicile-travail et de déplacement professionnel. L'entreprise peut gérer ça en interne par en général un référent de la mobilité, donc qu'il soit DRH, directeur du site ou alors responsable QSE, communication interne, etc. Souvent, le lien est fait avec les instances comme les syndicats, les CHS ou le comité d'entreprise. Souvent, pour le responsable de l'entreprise, la mobilité, on est un petit peu en limite entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Donc, c'est souvent difficile à appréhender. Comment ne pas parler de la législation qui s'est mise en place au 1er janvier 2018 sur la mobilité dans le cadre d'un webinaire mobilité. Voilà, ça me paraissait difficile au moins de ne pas le mentionner, même si on ne va pas aller dans le détail sur comment mettre en place un plan de mobilité. Ça me paraissait extrêmement important au moins de le mentionner. Donc, c'est obligatoire pour les entreprises de plus de 100 salariés qui sont sur un territoire où il y a un plan de déplacement urbain. Les différentes mesures qui sont raccrochées au plan de mobilité, qui peuvent être mises en place dans le cadre d'un plan de mobilité, contribuent au changement de comportement aussi sur la mobilité. Donc là, on n'aura pas forcément le temps de tous les voir en détail. Par contre, voir les grandes thématiques, adopter des nouvelles pratiques de travail pour éviter les déplacements, inciter à prendre les transports en commun, ou encore promouvoir les mobilités partagées, favoriser les mobilités actives, opter pour des déplacements moins polluants, et on peut aussi travailler sur la réorganisation de la logistique, où là, même si effectivement c'est du transport de marchandises, voilà, ça peut faire partie de cette, en tout cas de cette logique de repenser au déplacement.
Quand on parle mobilité, on a plusieurs leviers et plusieurs enjeux qui interviennent. On a d'un point de vue sécurité. Donc là, on parle d'enjeux, c'est autant pour la personne même, l'usager qui va se déplacer, que pour l'entreprise aussi qui va appréhender sa politique de mobilité. On peut intégrer donc la sécurité, l'aspect social, la durée du temps de trajet, mais aussi le temps. Quand on parle de temps, ça peut être aussi du temps utile, c'est-à-dire que cette durée-là peut se transformer en temps utile pour l'usager. L'environnement, effectivement, l'impact environnemental pendant son déplacement, le confort et les aspects financiers. Donc, c'est toujours trouver le meilleur compromis pour aller d'un point A à un point B. Et ça, en général, les entreprises sont habituées quand même de trouver le meilleur compromis dans le cadre de leur démarche environnementale ou sécurité ou qualité. Voilà. Alors, comment se rendre d'un point A à un point B? Quels sont les habitudes des actifs. Donc là, je vous propose, pour vous soyez aussi, vous participants actifs de ce webinaire, je vais vous proposer donc un petit sondage. Donc je vous proposerai de cliquer sur la bonne réponse. Alors, je vais le lancer. Quel est le pourcentage d'utilisation de la voiture pour les actifs? Je vous propose donc de choisir entre la réponse 54%, 78%, 92%. Donc, je vous propose d'ouvrir ce sondage pendant 10-15 secondes, sachant que là, j'ai quand même pas mal de réactivité. Donc, c'est bien. Vous êtes actifs derrière vos ordinateurs. Donc, c'est parfait. Je peux pas voter. Alors, on entend quelqu'un qui vient de parler. Alors, je pense, je vais couper un micro. Voilà. Donc là, je pense que voilà, tout le monde a voté. Voilà, c'est parfait. Je vous propose de partager maintenant les résultats. Alors, normalement, vous devez voir, excusez-moi, c'est que là, oui. Voilà. Voilà, donc c'est bon, normalement, vous voyez les résultats. Alors, moi, je ne vois pas les résultats. Donc, c'est un petit peu embêtant. Je peux te les commenter. Tu m'entends? Oui, alors je t'entends. J'aurais bien aimé pouvoir trouver pour voir les résultats. Alors, si, bon, je les vois, mais je ne vois pas apparaître. Bon, si tout le monde les voit, c'est le principal. Oui. Eh bien, très bien. Donc, on a une majorité de 78%. Donc, écoutez, c'est très bien. Vous avez effectivement bien répondu. Si on peut voir le retour, enfin la réponse en tout cas, avec le petit graphique, on est bien effectivement à 78% la part des actifs qui viennent en voiture individuelle. Et ensuite, voilà, assez proche, enfin, entre 7 et 6%, on est en transport en commun et marche à pied, pardon. Donc, en tout cas, ce qui est important, c'est effectivement de trouver le meilleur compromis, effectivement, dans la voiture seule, pour se rendre d'un point A à un point B. En général, c'est l'habitude, la proximité du véhicule, la durée, en tout cas sur la durée du trajet, pas sur le temps utile, parce qu'en général, quand on conduit, on ne peut pas faire d'autre chose. La liberté, quelque chose d'assez fort pour la majorité des usagers, le confort. La sécurité, volontairement, j'ai laissé effectivement les deux couleurs, donc bleu et rouge, car pour certaines personnes, la sécurité, elles vont se sentir en sécurité dans leur véhicule, et pour d'autres personnes, ça va être plutôt une vraie prise de risque de prendre leur véhicule. Et enfin, le coût. Donc ça, le coût… on voit encore le sondage. Ah, on voit pas tes diapos. Alors, merci Frédéric. Donc voilà, je vais masquer. Ça y est, normalement, c'est bon. C'est bon. Ok, super. Eh bien, donc voilà, je disais qu'effectivement, la prise de la voiture individuelle, ça permettait de trouver donc un bon compromis. Et enfin non, c'est un compromis qui est possible. Et en général, l'aspect financier de la voiture, c'est souvent pas forcément, en tout cas, il y a pas une prise de conscience du coût réel de l'utilisation du véhicule. Si on peut voir ce schéma, ça montre effectivement que les personnes ont une bonne vision de l'achat du véhicule, en général les premières années. Ensuite, le carburant, car quand on se déplace, quand on va
reprendre du carburant, on a bien cette vision de combien ça nous coûte, mais il y a tout l'à côté. Et ça, les personnes n'ont pas toujours vraiment, n'ont pas pris conscience du coût réel de leur véhicule. Donc, dans un premier temps, prise de conscience. Ensuite, existe-t-il d'autres moyens de transport pour me rendre d'un point A à un point B? Quels sont-ils? Où est-ce que je vais pouvoir trouver cette information? Comment je peux faire pour vraiment passer à l'action et faire un premier essai? Combien ça coûte? Voilà, toutes les questions qui sont autour de ce premier essai. Donc, il faut bien avoir en tête que chaque déplacement peut avoir sa solution de transport. Pour le même déplacement, en fonction du jour, de mes contraintes personnelles ou de mes contraintes professionnelles, eh bien effectivement, je vais être amenée à trouver une solution de déplacement. L'entreprise, pour accompagner ses salariés dans ce questionnement, eh bien, c'est une communication en interne, avec des possibilités d'avoir des affichages, de sensibilisation, de profiter de certains événements pour faire de la communication. Et elle peut aussi travailler avec les collectivités et les acteurs de la mobilité, les autorités organisatrices de mobilité, pour mettre en place des points infotransport allant jusque du marketing personnalisé qui va vraiment accompagner ses salariés sur tous ces questionnements autour de la mobilité. Nous, Chambre de commerce, on va être là pour faire le lien entre les entreprises et les acteurs de la mobilité, les collectivités, pour faire du lien et mettre tout le monde autour de la table dans le cadre des plans de déplacement inter-établissement par exemple, et rester support technique auprès des collectivités pour continuer à garder la dynamique sur les plans de déplacement. On a vu là plusieurs échelles, l'échelle individuelle où chaque personne peut trouver le meilleur compromis pour se déplacer, commencer un premier essai une fois, puis une fois par mois, peut-être une fois par semaine. Mais en tout cas, ce qui est extrêmement important, c'est d'organiser son agenda pour optimiser ses déplacements et utiliser les moyens de transport alternatifs, en tout cas, trouver la bonne solution de transport. Et enfin, d'un point de vue collectif, que ce soit les entreprises avec la mise en place de plans de mobilité ou en adhérant à un plan de déplacement inter-établissement, ou les collectivités avec les PDU ou la coordination des PDU, ou encore les acteurs de la mobilité, dans le cadre d'événements, dans le cadre de PDIE ou autres, eh bien c'est chacun à son échelle qui contribue à faire un accompagnement sur le changement de comportement et à engendrer en tout cas des nouveaux questionnements et peut-être des nouvelles habitudes. Donc là, on n'a pas forcément le temps de rentrer dans le détail de tous les outils possibles en termes de communication, mais ça me paraissait difficile de ne pas en tout cas en émettre certains. Il existe des outils d'aide pour les itinéraires, comme Oura par exemple, ou Itinisaire, la plateforme de covoiturage régionale qui s'appelle Movici, qui permet de mettre en relation quand même les personnes en termes de covoiturage, et enfin donc les différents acteurs de la mobilité, que ce soit les AOT ou alors les associations de mobilité. Quelques petits outils de communication que je trouve très bien faits et très ludiques pour parler de la communication de façon un petit peu différente et un peu pédagogique, voilà, avec des PDF et un petit film aussi de l'ADEME, voilà, que je trouve très très bien fait, mais là on n'a pas forcément le temps de tout diffuser. Alors, le challenge mobilité régionale, c'est bientôt, c'est le 6 juin 2019. On est vraiment sur un événement clé en main qui permet de proposer aux entreprises de faire un défi collectif sur le thème de la mobilité. Donc, en 2018, on a eu 1846 inscrits. Et donc, ça permet de faire parler de la mobilité dans les entreprises, les administrations et les associations. Et en même temps, ça peut permettre sur ce jour-là de faire comme un petit suivi du report modal de ses salariés, car en général, sur le petit flyer que chaque salarié doivent remplir, ils doivent mentionner leur transport habituel et le transport qu'ils ont utilisé le jour J. Voilà. Sachez qu'on essaye en général de faire aussi des petites cérémonies en local, parce qu'il y a une cérémonie régionale, mais bon, toutes les entreprises ne peuvent pas gagner, mais on essaye de mettre en place des cérémonies locales, car ça permet de mettre en avant des entreprises et parfois aussi des salariés sur ce challenge mobilité. Donc, chaque entreprise participe en fonction de son ambition ou de son implication. Ça peut être quelque chose de très simple, en mettant juste une petite urne pour récupérer les flyers des salariés, en quelque chose de beaucoup plus élaboré avec vraiment un petit déjeuner. Il y en a même qui font l'événement de l'année au sein de l'entreprise.
Alors là, je ne vais pas, moi, aller dans le détail sur vraiment les différentes étapes du changement de comportement, mais je trouvais en tout cas ce schéma intéressant car il permet de voir aussi qu'à un moment donné, on peut on peut y aller par étapes et on peut aussi des fois revenir sur une étape pour repartir éventuellement sur l'étape supérieure. Donc on peut passer de je n'en ferai jamais à peut-être c'est une possibilité, comme je vous disais tout à l'heure, une fois par mois, une fois par semaine, et après ça peut devenir une habitude. Alors, je vais laisser la parole à Frédéric, du coup maintenant sur l'aspect plutôt, sur en tout cas l'aspect psychologie sociale et ce que peut apporter la psychologie sociale auprès des entreprises. Donc, je vais te laisser la main, Frédéric, si tu veux bien. Normalement, tu dois avoir, voilà, j'ai accepté, tu dois avoir la main sur le PowerPoint. C'est bon. Mais merci beaucoup Odile et merci pour cette invitation de ce webinaire. Donc je me présente, je m'appelle Frédéric Martinez, je suis chercheur à l'IFTAR. L'IFTAR, c'est l'Institut français des sciences, des technologies, des transports, de l'aménagement et des routes. En fait, c'est un institut de recherche sur la ville, sur la mobilité. Il y a une variance assez grande de disciplines qui va des sciences pour l'ingénieur aux sciences humaines et sociales, donc autour des routes de demain, des optimisations d'énergie ou d'IHM, d'interaction machine, et également avec une partie sciences humaines et sociales. Donc, moi, je suis responsable de l'équipe qui s'appelle Dynamique des changements de mobilité. Donc, mon travail et notre thème de recherche dans cette équipe est effectivement de faire en sorte d'accompagner et de comprendre les pistes et les leviers du changement de comportement. Donc, l'objectif aujourd'hui, c'est de vous initier à la vision de la psychosociale et aux concepts clés et généraux de la psychologie sociale. Ben avant, on va... Tu peux changer la diapo, j'arrive pas. Ok. Avant, on va vous mettre en contribution, donc on va vous proposer de saisir vos préférences comportementales en vous proposant deux choix. Donc le premier choix, si tu veux bien Odile. Oui, je lance le sondage. Voilà. Donc, imaginez-vous que vous me rencontrez dans la rue et que je vous propose deux options. Soit je vous donne 500 € de suite, soit on joue à pile ou face. Et si c'est pile, je vous donne 1000 €, mais si c'est face, je vous donne rien du tout. Donc, je vais vous demander de choisir votre préférence comportementale en cliquant sur soit gagner 500 € de suite, soit jouer à un jeu qui a une chance sur deux de vous faire gagner 1000 € ou alors de gagner 0 €. Donc, cliquez sur votre option comportementale préférée, s'il vous plaît. Alors, ça vote, hein, Frédéric. On est à 85% de 87%. Bon, écoute, je pense que là, on arrive à 90%. Donc, ça va. Une bonne partie sont bien actifs derrière leur ordinateur, 91%. Je te propose de fermer le sondage et je vais partager le résultat. Non, il fallait faire l'autre question. Ah, d'accord. Mais en fait, j'avais pas le choix. J'avais pas le choix. J'étais obligée de passer par. Donc, voilà, c'est pas grave. Donc, on va faire l'autre option. Maintenant, je vais vous proposer, donc on commentera ces résultats après. Maintenant, Odile va vous proposer une autre option. Alors, hop, je lance. Voilà, maintenant, c'est vous me rencontrez dans la rue et soit vous me donnez 500 € de suite, soit on joue à un jeu où vous avez une chance sur deux de perdre 1000 €, donc de me donner 1000 €, ou une chance sur deux de rien me donner. Donc, est-ce que vous acceptez de me donner 500 € de suite ou est-ce que vous jouez à un jeu où vous avez une chance sur deux de perdre 1000 € et une chance sur deux de rien me donner? Toujours actif? Toujours actif, on est à 60% de votants, mais ça ne s'arrête pas, hein, ça continue. Donc là, on arrive à 82%. Ça monte, ça monte. Bon, écoute, là, on est pas mal. On arrive aussi aux 90% comme tout à l'heure. Ah. Je te propose de fermer. Allez, voir. Là, je peux partager. Par contre, là, je partage que la deuxième question. Partage la deuxième question, s'il te plaît. Et bien voilà, nous avons répliqué les résultats de la littérature. Alors, c'est quoi qui est intéressant dans ces résultats? Rappelez-vous,
le premier choix, vous étiez une immense majorité, c'est-à-dire 92% pardon, à choisir le gain certain de 500 euros. Donc, en fait, vous avez choisi quelque chose de certain et vous n'avez pas choisi quelque chose de probabiliste. Donc, en fait, on dit que vous êtes averse au risque. Donc, votre préférence est l'aversion au risque. Par contre, quand on refait et qu'on vous demande est-ce que vous me donnez 500 euros ou est-ce que vous jouez, dans ce cas-là, vous jouez. Donc, vous êtes en recherche de risque. Vous acceptez de prendre un risque pour éviter de me donner 500 euros, alors que ce risque pourrait vous entraîner à me donner 1000 euros. Cette idée, c'est-à-dire qu'en fait, les préférences comportementales, elles ne préexistent pas. Elles sont construites au cours du processus décisionnel. Si on met en avant les gains que vous pouvez remporter, ben vous êtes averse au risque. Et si on met en avant la perte, cette aversion à la perte vous fait prendre un risque que vous n'auriez pas pris dans le domaine de gain. C'est ce qu'on appelle le renversement des préférences envers le risque. On va essayer d'expliquer tout ça et d'expliquer effectivement le lien avec la mobilité. Odile, le diapo. Voilà. Si tu peux me changer la diapo. Voilà. Donc, l'approche psychosociale, c'est ça. C'est l'influence du contexte sur la décision. Ça veut dire que la décision que je vais prendre va être influencée par la manière dont on me présente cette décision. Donc, la première chose, c'est que ça ne préexiste pas. Donc, en fait, c'est une bonne nouvelle parce qu'on peut amener à changer les comportements. Ils ne sont pas immuables dans le temps. Ensuite, l'information qu'on amène, c'est le contexte. C'est-à-dire que si on arrive à enrober la décision dans un contexte précis, on peut influencer ce choix. En fait, en résumé, c'est ce qu'on appelle, on va en parler plus tard de ça, c'est ce qu'on appelle l'effet de cadrage. C'est-à-dire qu'en fait, la perception subjective de l'information est plus importante que la perception objective. Et en fait, l'idée de la psychosociale, c'est d'essayer de créer un écart entre ce que vous pourrez être et ce que vous êtes. Et cet écart, ça s'appelle la motivation. Et si on arrive par la présentation de l'information à créer cet écart, on arrive à motiver les gens à changer des comportements. Donc, effectivement, une limite, mais ça veut dire que c'est pas que ça, c'est certes important, mais les décisions ne sont pas basées uniquement sur ce qui va arriver en termes de coûts, c'est-à-dire ce que je vais payer ou ce que ça veut me rapporter. Ça peut être important, mais la psychosociale vous demande d'aller au-delà pour pouvoir changer les comportements. Odile, désolé, mais si tu peux me changer la diapo. Voilà. Voilà, donc du coup, ce qu'on veut vous expliquer pour essayer de comprendre cette perception subjective, une petite expérience qui n'a rien à voir en premier lieu avec la mobilité, mais dont on va expliquer pourquoi ça peut avoir la mobilité. Imaginez-vous qu'on vous demande de goûter un steak haché et de dire si vous l'aimez ou pas. Mais dans cette expérience, il y a deux conditions. Dans un premier groupe, on dit que le steak haché est composé de 75% de maigre. Et dans l'autre groupe, on leur dit le steak haché est composé de 25% de gras. Donc évidemment, quand on le voit les deux, tout le monde s'aperçoit que c'est le même steak haché. Mais les gens ne savent pas, quand c'est 75% de maigre, que c'est 25% de gras. C'est ce qu'on appelle la vue partielle du problème. Les résultats de cette expérience, Odile, s'il te plaît, la diapo. Voilà. Donc, sur la gauche, vous avez les évaluations du steak haché de 75% de maigre et sur la droite, les évaluations de 25% de gras. Sans commenter, mais pour que vous compreniez l'effet général, eh bien, on préfère le steak haché qui a 75% de maigre que le steak haché qui a 25% de gras. Et ça persiste si on demande aux gens de le goûter. Le steak haché qui a 75% de maigre a un meilleur goût que celui qui a 25% de gras, alors que c'est le même steak haché. C'est un peu cette idée de la psychosociale, c'est-à-dire essayer de réfléchir sur les situations qui vont faire en sorte de créer un écart pour pouvoir motiver au comportement. Diapo. Désolé. Hein. Voilà. Donc, en fait, vous avez peut-être entendu parler de cette orientation théorique, c'est ce qu'on appelle les nudges. Le nudge, c'est un petit coup de pouce. C'est-à-dire qu'on va essayer, par une incitation douce, c'est-à-dire qu'on va créer des situations qui vont amener les gens à changer de décision. On va concevoir des modifications d'environnement de choix, ce qu'on appelle dans la littérature l'architecture de la décision.
On va essayer d'habiller cette décision afin de solliciter des comportements qui sont positifs envers soi, envers les autres ou à l'environnement. Donc, on est en plein dedans dans le thème de la mobilité. Une règle des nudges, c'est qu'il ne faut pas ni contraindre ni interdire. C'est pas en créant des règles ou des amendes, mais c'est plutôt, ou alors une incitation financière, c'est plutôt en déguisant la situation pour qu'on puisse orienter un certain choix. C'est une approche qui est basée sur les théories issues de la psychosociale et de l'économie comportementale. Vous avez la référence en haut sur un super livre de Thaler et Sunstein. Thaler a eu un prix Nobel d'économie et aussi de Kahneman en 2002. Donc, c'est cette mouvance-là qui a amené la psychosociale à s'intéresser au changement de comportement. Nous allons illustrer, initier cet apport à la psychosociale en prenant un exemple de 3 dimensions importantes, c'est-à-dire 3 axes dans lesquels on peut essayer de motiver au changement de comportement. Donc, on va passer par la contrôlabilité. On va commencer en disant que le monde est social. Donc, il y avait un auteur célèbre qui disait « l'enfer, c'est les autres ». Là, on pourrait dire « la vérité, c'est les autres ». Donc, et de l'autre côté, on va essayer de jouer sur cet écart. On va essayer de mettre en avant les conséquences du comportement de telle manière que ce changement de comportement devienne utile et donc merci. Voilà. Donc, rendre facile. C'est le premier objectif de la psychosociale pour la mobilité, c'est rendre facile. Parce que plus un comportement est facile, plus il est réalisé. C'est-à-dire que nous sommes des avares cognitifs, nous voulons bien faire des comportements, mais il ne faut pas que ça nous prenne trop de temps quand même. Là, vous avez une photo et imaginez-vous que vous êtes dans un séminaire d'entreprise. Donc, vous n'êtes plus dans la mobilité, mais vous voulez que les gens mangent sainement et vous voulez limiter la consommation de viennoiserie. Donc, vous mettez des pommes. 2 solutions. Vous mettez des pommes entières ou des pommes coupées. Eh bien, c'est plus facile de manger une pomme coupée. Donc, en opposant les pommes coupées aux viennoiseries, vous augmentez de 80%, entre 80% et 90%, le choix de la pomme au lieu de la viennoiserie. Tout ça parce qu'on a joué sur la contrôlabilité. Donc, comment ça peut prendre vie dans la mobilité? Par exemple, rendre facile le comportement, c'est-à-dire que l'entreprise mette à disposition des parcs à vélo ou des pistes cyclables pour rendre le comportement plus facile. Ou alors qu'on puisse, évidemment, c'est des vœux peut-être pieux, mais qu'on puisse organiser aussi les horaires de travail basés sur les horaires de passage du transport en commun. Puisque si un salarié doit attendre 20 minutes après la fin de son travail pour prendre le bus, il le prendra moins que s'il sait qu'il ne peut attendre que 5 minutes. Donc, on est dans la facilité de comportement. Ce n'est que des exemples, évidemment, qu'il faudra pousser. S'il te plaît. Voilà. L'autre, alors on est plutôt sur l'utilité, c'est-à-dire la motivation, l'utilité du comportement. On est au début du nudge, c'est-à-dire que le plaisir, prendre plaisir à effectuer l'action fait qu'on va la prendre plus. Donc, on est dans la mouvance du challenge de mobilité. À gauche, alors ça peut paraître curieux, mais à gauche, vous avez un urinoir. C'est le premier nudge, celui qui a été installé dans les toilettes de l'aéroport d'Amsterdam où il y avait une petite mouche et que nous, messieurs, nous devions viser pour uriner. Et effectivement, ça a limité les frais de propreté et d'hygiène parce qu'on a pris plaisir et on urinait mieux sur les choses comme ça. À droite, vous avez des exemples qui ont été installés, par exemple, dans les gares, dans les stations de métro, de Paris, où il y avait un problème de propreté, c'est-à-dire que les gens jetaient leur ticket de métro par terre. Alors, on leur a dit de voter. Et en fait, on est en plein parce que c'était hier qu'il y avait le derby entre le PSG et l'OM et les Parisiens votaient et donc jetaient pas leur ticket par terre. Voilà. Voilà. Alors, toujours dans l'utilité, un objectif aussi, c'est de mettre en évidence ludiquement les conséquences du comportement. C'est-à-dire, au lieu de faire des textes qui parfois sont rébarbatifs ou difficiles à dire, en fait, on va prendre conscience aux gens en mettant ludiquement les conséquences de leur comportement. Alors, c'est sûr, en haut à gauche, vous avez un petit cochon branché à la fil d'électricité. On ne se dit pas souvent quand on allume la lumière, en fait, ça va nous coûter de l'argent.
Mais en fait, ce cochon, il devient rouge si jamais vous avez une consommation d'énergie qui dépasse la moyenne de votre consommation. Et du coup, ça permet effectivement de prendre conscience de son comportement. Si on continue sur la droite, ben, c'est la décoration d'un transport en commun pour les places réservées, où en fait on a plus de mal quand même à s'asseoir sur une place qui est mise en brillant, c'est comme ça, qui est réservée plutôt que non. En bas à gauche, ben, vous avez toujours dans le même système l'idée de dire que l'énergie, ben, c'est pas gratuit, ça se produit, et qu'en la produisant, ben, ça envoie du CO2 et que l'utiliser, c'est pas aussi naïf que ça. Donc, c'est pour mettre en évidence. Dernier exemple, sur la sécurité routière également, c'est des passages piétons en 3D qui ont été installés dans quelques villes de France, dans lequel effectivement ben, on prend conscience qu'il y a un piéton, donc on prend conscience du danger d'aller trop vite et celui de regarder s'il n'y a pas des piétons en train de traverser pour essayer de limiter les accidents. Donc il n'y a pas eu d'évaluation en France encore, mais c'est quelque chose qui nous vient des États-Unis, qui ont fait baisser les accidents entre piétons et voitures. Merci Odile. Dernière chose dans le cadrage, c'est qu'est-ce qu'il faut mettre en avant pour que les gens changent de mobilité. Alors, ou à gauche, on va leur dire, ben voilà, c'est la Terre. Donc, c'est que la Terre, c'est le changement climatique, c'est qu'on va laisser une Terre en mauvaise santé aux générations futures. Donc, c'est ce qu'on appelle des conséquences qui sont sur le long terme, qui sont assez abstraites parce qu'elles ne prennent pas vie dans l'expérience quotidienne de la personne, qui sont lointaines. Et à droite, alors c'est des exemples d'illustrations que j'ai mis, mais quelque chose qui serait plutôt axé sur la pollution de l'air immédiate. Et effectivement, alors les résultats dépendent. Quelque part, ce qu'on peut dire, et c'est ce que nous on fait comme recherche aussi à l'IFTAR, qu'on vient de valider également dans un échantillon français, c'est-à-dire que pour initier des comportements, si vous avez des salariés qui n'ont pas encore de mobilité durable, il vaut mieux mettre en relief des conséquences immédiates de leur comportement, des conséquences très directes, la pollution de l'air. Mais si vous êtes plus dans le maintien de comportement, il y a déjà des gens qui le prennent. Ça aussi, on oublie toujours qu'il est très bien de changer les comportements, mais il est aussi bien, d'ailleurs, Odile l'a vu avec le message, de maintenir le changement de comportement parce que c'est compliqué de maintenir un changement de comportement. Donc, la Terre, lointain, serait meilleur pour maintenir le comportement et l'air quotidien serait meilleur pour initier le comportement. Donc, il n'y a pas un bon argument ou un mauvais argument, mais il y a toujours des arguments cohérents par rapport à la cible. Merci. Donc, c'est tout ça, tous ces exemples, c'était sur l'idée de l'utilité, c'est-à-dire comment rendre un comportement attrayant et utile. Donc, on a le plaisir qui est très bien représenté, effectivement, avec le jeu, avec le challenge mobilité. Ensuite, on a les mises en évidence ludiques des comportements, donc sur les campagnes d'affichage. Donc, c'est-à-dire, il y a aussi des posters, des affichages à faire dans les entreprises qui permettent aux gens, sans trop réfléchir, puisque je vous l'ai dit, on était des avares cognitifs, de prendre conscience que leur comportement a un effet. Et ensuite, effectivement, aussi, ces campagnes d'affichage, il faut réfléchir en fonction des profils dans l'entreprise et en fonction de l'objectif. Un exemple que j'avais essayé de prendre, c'est initier ou maintenir. Voilà. Dernier petit concept, c'est la vérité, c'est les autres. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier qu'on vit dans un monde social et que nos choix sont certes nos choix, mais sont aussi orientés par les autres. C'est ce que la psychosociale appelle le concept de la norme. La norme, il faut faire attention. Dans la vie du courant, norme pour nous, c'est la majorité. La psychosociale aussi, c'est la majorité. Mais dans la notion de norme, il y a une notion de valorisation sociale. C'est-à-dire, si je fais ça, je vais être bien vu. Et ça, c'est aussi important que le nombre. Vous avez deux types de normes, les injonctives ou les descriptives. L'injonctive, c'est de dire qu'est-ce que la société veut que je fasse. Et là, vous avez un bel exemple de sécurité routière avec un smiley heureux si on respecte la limitation de vitesse ou un smiley qui fait un peu la tête si on ne la présente pas. C'est ça la norme injective, c'est-à-dire dire que la société. Alors évidemment, dans les comportements de mobilité, on a encore du travail pour faire passer la valorisation de la voiture. C'est pas tout à fait ça sur la norme injonctive, mais on peut y travailler. À droite, vous avez la norme descriptive. Là, il ne s'agit pas de dire qu'est-ce que la société veut que je fasse, il s'agit de dire qu'est-ce que fait les autres.
Et là, vous avez un très bel exemple qui marche beaucoup, qui fonctionne, le résultat est significatif dans les chambres d'hôtel, où on dit, ben voilà, 75% des gens qui ont dormi ici ont utilisé leur serviette plus d'une fois. Donc, vous vous rappelez, dans une chambre d'hôtel, si vous la jetez par terre dans la salle de bain, la femme de ménage la change. Et si vous la laissez dans le porte-manteau, mais ne la change pas. Ça a fait beaucoup, beaucoup de répliques. Et effectivement, un affichage tel de la norme fait qu'on économise sur les frais de nettoyage de toilettes, donc de l'eau, donc de l'environnement. Donc, dans la mobilité, quoi faire? Ben, on peut, ça aussi, dans le cadre du chalage, c'est pour ça aussi qu'il y a des restitutions locales, effectivement, on peut valoriser socialement, symboliquement des comportements domotiques durables en obtenant des prix ou des choses comme ça. Donc, il faut faire attention aussi à l'argent, plutôt des récompenses un peu symboliques, pour pas qu'on puisse. Et vous avez aussi des compteurs. Si vous êtes dans une norme descriptive, et montrer aux autres salariés que de toute manière, le comportement normatif, c'est la mobilité durable. Dans le cas contraire, on peut aussi utiliser des modèles, des salariés modèles qui lui-même va influencer les autres, va rendre le comportement plus utile et plus facile à réaliser. Merci Frédéric pour cette intervention et puis pour l'implication à Lifestart, parce qu'il y a eu quand même quelques entraînements pour ce webinaire, mais vous voyez, même malgré les entraînements, on a les aléas du direct avec quelques petits soucis techniques. Mais en tout cas, on vous propose bien en effet un atelier donc en présentiel. Donc là, normalement, en présentiel, on pourra vous accueillir. Il n'y aura pas de soucis techniques, qui se fera donc le 14 mai. Ce que je vous propose, donc, c'est de... Juste, je vais vous, bien sûr, remettre nos deux coordonnées. Vous pouvez télécharger les documents directement, donc normalement dans le cadre du webinaire, donc tout est en format PDF. On va regarder tout de suite alors s'il y a des questions. Donc moi, je n'ai pas de questions, donc on peut dire qu'on a été du coup extrêmement clair. Je vais quand même bien vérifier parce que, voilà, comme on a eu un petit souci technique. Alors, il y avait une petite question par rapport au quiz. Donc, on était bien sur un chiffre. Donc, les 78% des actifs qui utilisent leur voiture, on est bien sur un chiffre qui est national. Voilà. Donc, c'est un retour qui date de 2016. Donc, voilà. Ensuite, sur les... il n'y a pas d'autres questions. Écoutez, c'est parfait, c'est qu'on a été très clair. Si. L'atelier sur les changements de comportement, où va-t-il se dérouler? Il va se dérouler donc sur Villefontaine. Ensuite, il y a une question sur la mobilité scolaire, une expérience. Donc, est-ce que, Frédéric, toi, tu as des retours sur une éventuelle expérience sur la mobilité scolaire? Non, pas forcément, mais les travaux montrent effectivement que les pédibus et les bus et surtout les trucs intergénérationnels où effectivement on a des gens locaux qui accompagnent leurs enfants à l'école et tout, permet effectivement de limiter à la voiture, quoi. Les gens utilisent bien ces choses scolaires qui sont les pédibus, quoi, les bus où les gens, voilà. Ok. Alors Frédéric, on ne te voit plus via ta webcam, on t'entend bien, mais juste, je te le précise, si tu peux rallumer, voilà. Super, pour les quelques minutes qui nous restent. Voilà. Ok, très bien, donc ça c'était sur la mobilité scolaire. Ensuite, on a une autre question, avez-vous des exemples concrets pour inciter les salariés à venir en vélo? Alors, concret et le vélo. Il faut faire, oui, on a des exemples vélo. Je ne vais pas répéter ce que j'ai dit. Alors, concret, je ne sais pas à quel point concret, je n'ai pas d'idée là, mais effectivement, pour le vélo, on comprend bien, effectivement, ce qu'on sait pour le vélo, c'est que ce qui est intéressant pour le vélo, effectivement, c'est aussi ces cadrages de messages. Donc, pour initier le vélo, la planète marche mieux que la pollution. Les questions d'écart, par contre, on sait que pour les transports en commun, l'écart de trajet, c'est-à-dire en temps, fonctionne. Mais pour le vélo, ça ne fonctionne pas. Voilà. Donc, on est aussi à ces idées-là de vélo et sur le contrôle.
On sait que très bien qu'une des motivations sous-jacentes au vélo, c'est le contrôle. Donc, il faut jouer sur cette idée de contrôlabilité. Bien, vous choisissez vos temps de trajet, vous choisissez votre parcours et des choses comme ça. Voilà. Mais après, théoriquement, il n'y a pas de spécificité, si ce n'est si ce n'est qu'il faut en prendre encore plus en compte la contrôlabilité. C'est la seule spécificité du vélo. Voilà. Ok. Alors, j'ai une question également sur la participation à l'atelier et savoir si l'atelier qu'on propose donc sera payant pour les personnes, pour les participants. Donc, cet atelier sera à coût zéro pour les entreprises participantes grâce à un cofinancement entre l'ADEME et les CCI régionales. Voilà, donc on est sur un atelier entre 5 et 10 personnes, donc effectivement le nombre de places sera limité. Voilà, en tout cas pour les précisions. On a encore d'autres questions. Est-ce que la solution des nudges est la seule et la meilleure pour initier des changements de comportement? C'est pas fini, il y a un petit complément. Je pense à la création de débats, cercles de parole qui invitent à la réflexion. Oui, il faut faire attention. En soi, c'était quelque chose que je voulais mettre en avant parce que peut-être vous auriez entendu parler de ça, c'est pour le préciser. Mais en fait, les nudges, c'est la théorie. C'est un exemple, une exemplification de la psychologie. Que les nudges, et effectivement, c'est aussi pour dire qu'on peut inciter au comportement. Évidemment, il y a d'autres choses que les nudges en termes d'affichage. Il y a les relais sociaux, par exemple. Effectivement, il y a la prise de conscience, il y a le développement d'une norme. Donc, effectivement, les débats et tout ce qui montre effectivement qu'on est en train, la vérité, c'est les autres, et tout ce qui montre des confrontations, des choses, si c'est assez difficile à organiser, quand on a des avis partagés, tranchés, il faut aussi. Mais évidemment, il y a autre chose que les nudges. Il y a la création de relais sociaux, il y a il y a les débats, il y a autre chose, mais qui en fait font partie de la même mouvance. Parce qu'en fait, les nudges, c'est juste dire qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir inciter les comportements et sortir d'une analyse uniquement objective en termes si tu le fais, je te donne une carotte et si tu le fais pas, je te donne un bâton. Donc les nudges est plus quelque chose pour sortir de cette vision assez, on va dire, assez étroite. Donc, le nudge, c'est qu'un exemple. Et oui, les débats, les relais sociaux, effectivement, il y a autre chose. Bon, ok. Alors, on a aussi un retour d'expérience donc en lien avec la question de la mobilité scolaire. Donc, il y a Isotte Baudouin qui nous dit qu'il y a un retour d'expérience sur le Grand Chambéry avec le défi des écoliers. Voilà, donc c'était en complément de la question précédente. Merci. Une autre question. Avez-vous des exemples concrets sur le changement de comportement des salariés? J'ai eu l'impression d'être aussi concret que ce que j'ai pu être. Donc, mais bon, effectivement, c'est compliqué de faire un webinaire avec concret. Il aurait fallu prendre un comportement spécifique. Oui, sur le changement des salariés, tout ce que j'ai dit sur les poubelles, j'ai concret de choses qui ont été faites. Là, on a sur le changement des salariés, il y a eu il y a il y en a tellement que je sais pas quoi dire. Moi, il y a les préventions. Alors, on ne pourra peut-être pas répondre à tout pendant ce webinaire parce qu'on est sur 45 minutes. Oui, effectivement, si on fait des affichages, si on rend facile, si on fait des pistes cyclables, tout ce que je dis, c'est ça la question, ça fait 3 fois qu'on concrète. Tout ce que je dis est théoriquement argumenté et a déjà fait de résultats de manière. Voilà. Et après, c'est vraiment concret, là, rien ne me vient à l'idée. Mais je vous dis, ça marche. Hein. Alors ensuite, on a une autre question sur l'approche ludique n'est-elle pas infantilisante? Donc là, c'est plus, je pense, par rapport à mes propositions voilà, d'outils et de communication, les films, etc. Donc oui, il peut y avoir effectivement une communication qu'on pourrait trouver d'infantilisante, effectivement, pourquoi pas. Mais chaque personne est sensible en fait à des messages et aussi à des supports différents. Donc, ouais, voilà. vous pourrait répondre oui et alors. Parce que on joue sur des
on joue sur un mécanisme qui est assez vieux, hein, comme le monde. Si je prends plaisir et si je joue, et oui, effectivement, c'est peut-être infantilisant, mais voilà, par exemple, les poubelles de Marel où on habille la poubelle, ben, fait que les gens jettent plus les papiers à la poubelle. Effectivement, si on met des paniers de basket, oui, oui, c'est infantilisant, mais moi, j'allais dire, ça me dérange pas en femme, mais sinon, voilà. Alors ensuite, alors j'ai une question sollicitation alors de Yvan Martineau qui voulait, je pense, échanger ou en tout cas dire quelques mots sur le projet Samba, qui est un projet européen sur le changement de comportement en matière de mobilité. Alors Yvan, tu peux éventuellement me donner quelques informations que je pourrais effectivement retransmettre, sachant que voilà, là on n'a pas beaucoup de temps, mais en tout cas je pourrais moi le redire, mais je ne peux pas te laisser la parole parce que bah, le son est coupé pour tous les participants et je ne peux pas du tout changer ce paramètre. Encore une petite et encore pas mal de questions. Alors j'espère qu'on pourra y répondre à toutes, parce que là on a un petit peu dépassé à cause, je pense, de notre problème technique. Donc je vous propose de garder encore 2 questions et après pour le reste, je verrai si on n'a pas pu y répondre. On n'hésitera pas à vous refaire un petit mail avec Frédéric pour essayer de répondre à un maximum de questions. Comment lever les freins psychologiques à la pratique du covoiturage? Quel levier utiliser? Donc là, on rentre dans des choses qui sont très concrète, mais j'allais dire, en fait, vous êtes déjà prêt pour une question spécifique, peut-être plutôt pour notre atelier, parce que là, on rentre vraiment dans des choses très spécifiques. Enfin, je pense, hein, Frédéric, hein, tu n'hésites pas à compléter si tu Oui, peux rajouter des choses après, comme ça en direct, mais là, on rentre, je pense, un peu dans le vif du sujet. c'est, c'est, ben, il y a certains freins qu'on sait. Il y a la liberté individuelle, cette idée que moi je peux aller, même si elle est idéale, c'est ce qu'on a dit, effective mais pas objective. Le covoiturage, un des freins, c'est effectivement ben, la nature et de rencontrer des gens. Donc, théoriquement, ce qui marche, effectivement, le covoiturage, c'est laisser. C'est-à-dire qu'on peut les gens et elle permet de lever ses freins. C'est pas magique non plus, hein. Tout n'est pas magique, hein. On essaie, c'est de la psychosociale. Parfois, ça marche pas. On ne vend pas ça pour ça d'efficacité, mais on va une efficacité que si on n'avait rien fait. Ok, alors oui, il y a des personnes qui mentionnent que le son est un peu haché. Oui, depuis qu'on a eu le problème technique, on a essayé de Ah. résoudre le problème comme on a pu. Donc, on est désolé hein, si c'est peut-être pas très très confortable. Alors, j'ai encore une question. Quoi dire des incitations économiques de type récompense? Faire un webinaire, permettre d'être réducteur parce que le temps m'oblige à être réducteur. En règle générale, c'est voilà, c'est que c'est pas bon, ça peut initier les comportements, mais qu'est-ce que une fois que cette situation financière elle disparaît, est-ce que le comportement se maintient? Théoriquement, non, il se maintiendrait pas parce qu'il a été exécuté pour une motivation financière. Donc oui, c'est une arme qu'on peut utiliser, mais qui a des limites, qui peut avoir des avantages, mais qui a aussi des limites. Effectivement, elle est seule parce qu'effectivement, elle peut être axée avec une bonne. Et là, toutes les deux prises en part, elles peuvent aider. Mais seule, elle est difficile quand même. L'arme qu'il faut mener avec grande. Je dirais que c'est l'épée de Damoclès qui les fasse. C'est les deux revers de la médaille. Elle peut aider, inhiber les corps qui sont faits que pour. Alors oui, le son effectivement est très haché, donc je pense qu'on va devoir arrêter ce webinaire. Il y avait encore quelques questions, alors on est désolé de n'avoir voilà, pas forcément pu répondre à tout. J'ai vu effectivement juste un retour d'expérience, je vais essayer de vous le dire, mais voilà, peut-être que ce sera compliqué. Il
il y a, alors atelier de réparation, voilà, il y a beaucoup de personnes qui ont mentionné aussi des actions pour montrer effectivement ce qu'on pouvait mettre en place pour contribuer au changement de comportement. On nous mentionne, le CHU de Bordeaux a réussi à diminuer de 20% la part d'autosolisme grâce à son PDE. Alors après, il y a la suite qui est plus bas, c'est un peu compliqué à suivre, avec des ateliers de réparation de vélos sur place, des abris vélos sécurisés, marquage BI, C-code, distribution de kits cyclistes, travail avec les collectivités locales pour améliorer l'accessibilité au site. Voilà, on est vraiment là dans des événements qui peuvent rentrer dans le cadre des plans de déplacement inter-établissement, en tout cas de faire du lien avec les acteurs de la mobilité ou les collectivités qui ont aussi la compétence du transport ou de l'aménagement du territoire. Mais voilà, en fait, c'est tout ça qui contribue au changement de comportement. Voilà, et ensuite, on avait aussi une autre interaction. Ah, bah, des personnes qui nous remercient. Voilà, de notre duo d'animation. Donc voilà, je profite de cette fin de webinaire pour remercier sur le vélo, tout le monde. Les CHU de Bordeaux sur le vélo, vous remarquerez que ça a beaucoup lieu avec ce qu'on a dit dans ce webinaire, qui est la contrôlabilité. Et effectivement, voilà. C'était juste pour préciser. Bon, très bien. Bah, écoutez, en tout cas, je vous remercie tous et de vous être connectés à votre ordinateur et d'avoir quand même d'être bien restés actifs, hein, parce que on a un taux d'activité derrière les ordinateurs qui sont voilà, qui sont plutôt très corrects. Merci beaucoup à Frédéric pour ton intervention. Et puis, bah, je m'excuse encore pour ce petit problème technique, hein. C'est malheureusement les aléas des webinaires et d'Internet. Alors maintenant, la dernière étape, c'est que je vais essayer de fermer ce webinaire en fermant bien pour tout le monde, ce qui n'est pas forcément évident. Je vous remercie. Je vous dis au 14 mai pour les personnes qui sont intéressées par l'atelier. On vous envoie une petite enquête de satisfaction pour avoir vos retours et essayer de s'améliorer sur les prochains webinaires. Allez, merci beaucoup. Bonne fin de journée à tous. Merci. Au revoir. Au revoir.